Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, bienvenue pour cette vidéo, un point mercato spécial Zegrova. Et oui, parce que c'est quand même un des dossiers assez marquants de ces derniers jours. Et pour parler du dossier Zegrova, je pense que bon, maintenant tu vas intégrer la tribune olympienne, Enzo, parce que on ne voit que toi. Non mais, avoue que tu aimes venir avec nous. Non, non, j'aime parler foot. Après, de là à venir sur la tribune OM, on va se calmer. Mais non, non, c'est cool de passer. Et on Bon, va rester comment en tant vas-tu? qu'invité. Très, très bien, très, très bien. Merci de l'invitation encore, Thomas. Évidemment, on prend ses marques, on a l'habitude. Eh oui. Mais non, toujours cool quand même de passer ici. Faut qu'on réserve quand même nos billets pour partir en vacances ensemble, hein. Ouais, Voilà, ouais, parce il que y a un projet dès- quand même, hein. Il y a un au, projet. dé- au début, c'était une vanne, mais c'est de plus en Ça plus devient, sérieux, hein. ça devient de plus en plus sérieux. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Alors, pourquoi je t'ai fait venir? Déjà, parce que évidemment, tu connais le sujet. Juste pour ça, pour expliquer quand même aux gens. Au-delà du fait que tu as une chaîne YouTube, Box to Box, dont on a déjà parlé, tu couvres le LOSC, toi, Mm. de par ton boulot, parce que tu es journaliste. En tant que journaliste, avec la carte de presse, on fait les confs, les matchs à domicile. Donc, ouais, j'ai une couverture professionnelle Du du LOSC. LOSC, pas comme l'Eredivisie où c'est plus un passe-temps, une passion, quoi. Et donc, tu connais très bien Edon Zegrova, le joueur, on va dire, et puis tu connais très bien aussi Olivier Létang, dont on va reparler dans la vidéo, parce qu'il nous a fait une conférence de presse vendredi assez... bah, t'es plutôt pas mal, hein. Une heure et quart, je crois, c'est ça? Ouais, une heure et quart, ouais. Tu y C'est ça. étais. J'y étais. Voilà, donc C'était sportif, chargé et pas mal de sujets, dont Zegrova. voilà, dans Zegrova. Donc on va pouvoir en reparler. Dans cette vidéo, on va faire un petit peu comme on a fait pour jouer à l'Ordonnaise hier avec Pierre Gerbeau. Petit topo du dossier, où est-ce qu'on en est exactement, parce que c'est vrai que bon, on a eu plusieurs informations. Et puis après, on parlera un petit peu plus du joueur, évidemment, le profil, etc. Et comment on peut imaginer tout ça sous Roberto De Zerbi. C'est un vaste sujet. Donc, on va commencer dans un premier temps par l'information qui était tombée par Fabrizio Romano, qui nous disait, donc c'était le 5 août, exclusivité de sa part, l'OM ouvre des discussions pour recruter Edon Zegrova de Lille comme nouvel ailier, discussion en cours sous les conditions de l'accord, rien n'est encore fait, mais des discussions concrètes ont lieu avec l'OM. Plus d'informations sur le Edon Zegrova, le joueur a déjà ouvert les portes du transfert, il est prêt à rejoindre Marseille puisque les discussions avec ses agents ont commencé, pas de problème sur le plan personnel puisque l'OM veut y aller à fond. Ce qu'on comprend à ce moment-là, c'est que un accord Zegrova-OM est quasiment fait, ne serait-ce que déjà oralement. Déjà, juste ça. Quand toi, tu as eu cette info-là, comment tu as réagi? Bah déjà, il faut savoir que Zegrova, c'est un joueur qui est sur le départ cet été. L'étang l'avait bloqué l'hiver passé quand il venait de se blesser. On en reparlera, je pense, de son état physique, mais quand il venait de se blesser, il avait un accord avec le Napoli, l'étang l'avait bloqué. Finalement, là, aujourd'hui, il a 1 an de la fin de son contrat. L'étang, début juillet, avait annoncé qu'il y avait la volonté d'un départ un petit peu mutuel. Enfin, c'est Zegrova qui le demandait, puis le LOSC acceptait pour tout simplement pour toucher des sous sur le joueur. Et donc, pas forcément surpris, enfin même logique, j'ai envie de dire, qu'il y ait un départ. Après, c'est vrai que les intérêts étaient assez, en tout cas de ce qu'on pouvait voir comme information, assez légers. Ça parlait beaucoup encore du Napoli, de l'Atalanta, mais rien de très concret, de très avancé. Donc finalement, c'est un peu logique qu'il y ait ce standing de club avec l'OM qui viennent se renseigner sur le dossier Zegrova. C'est vrai qu'on l'imaginait plutôt à l'étranger, Serie A, Bundesliga aussi, c'est son rêve. Il est né en Allemagne, hein, Il est né en Allemagne, comme on le voit à il est l'écran né là. à Herford et Ça. il est retourné au Kosovo à 2 ans. Ses parents avaient fui la guerre et ils sont rentrés au Kosovo quand il avait D'ailleurs, 2 ans. il n'a pas la nationalité allemande. Pour Ouais, être, c'est voilà, ça. c'est parce que c'est vrai qu'il y a cette histoire aussi, on va en parler après, des places extra-communautaires. C'est un sujet important. Lui, il est considéré comme un extra-communautaire. Je vous C'est montre ça. sa fiche transfermarkt, donc effectivement, comme le dit Enzo, il a un contrat jusqu'en juin 2026, hein, donc il lui reste un an de contrat. Valeur transfermarkt qui est encore à 25 millions d'euros, quand même, pour un joueur à qui reste un contrat et qui n'a pas joué les 6 derniers mois. C'est quand même déjà quand même pas mal. Ensuite, par rapport aux nouvelles, l'équipe nous a un petit peu refroidi la piste, hein, par rapport à Zegrova en disant, en gros, les discussions ne sont qu'embryonnaires. Donc embryonnaire, bon. De ce coup, on se dit, Romano qui nous dit qu'en gros, il y a quand même des discussions très très proches. L'équipe qui nous dit que ce n'est pas le cas. Donc là, à ce niveau-là, bon, on ne sait pas trop. Et puis donc, retour quand même sur la conférence de presse de vendredi. Donc Olivier Létang, tu m'as raconté des coulisses en off, qui convoque, enfin le LOSC qui fait une communication auprès des journalistes jeudi 18h, c'est ça?
Jeudi, ouais, fin d'après-midi, 17h, 18h, je sais Pour plus dire qu'en exactement. gros, le lendemain matin, il y a une conférence de presse avec les temps et les recrues. Donc voilà, si vous voulez venir, vous êtes le bienvenu. C'est ça. Un exercice que finalement, il y a peu de présidents qui font. On sait que nous, chez nous, Longoria le fait. Le temps, je ne sais pas s'il a l'habitude de faire cet exercice-là en début de saison, une grosse conférence de presse comme ça, d'une heure, une heure et demie. Bah, dans tous les cas, à chaque présentation de recrue, il l'avait fait avec Giroud, Broholm et Baudard, début Ouais. juillet. C'est là qu'il avait annoncé que Zegrova était sur le départ. Et bah, il le refait à chaque présentation de recrue. Donc, non, D'accord. pour le coup, il a l'habitude. Et même, il vient souvent en zone mixte après les matchs. Je dirais une fois par mois, une fois tous les 2 mois. Donc, c'est quelqu'un qui est à l'aise devant les micros et qui sait que s'il y va, il n'y aura pas forcément de. Enfin, il y va à dessein, il sait ce qu'il fait, quoi. Et donc, du coup, tu as fait un article dont je vais vous montrer après. Mais en gros, ce qui ressort de cet article, Le Temps, donc Olivier Le Temps, qui indique que Zegrova pourrait finalement reprendre la saison avec le LOSC. Pas de contact avec un club français. Il le dit bien. Je te remercie du coup pour l'article. Et donc, on va quand même, je vous le montrer à l'écran. Donc, le 11, hein, c'est le média pour lequel tu travailles. Donc, ce qui ressort en gros de cet article, c'est que, donc effectivement, il a été écarté du groupe professionnel. Mais là, Olivier Létang nous explique que, bah déjà, en fait, il a vu Zegrova. Ils ont discuté, de ce qu'on comprend. Et que finalement, bah, il pourrait compter sur lui pour cette saison. Alors, est-ce que on doit croire Olivier Létang lorsqu'il dit ça? On a vu par le passé que, par exemple, pour un Jonathan David ou même Morel Gomez, bah, finalement, il a gardé les mecs jusqu'au bout, jusqu'à la fin Mm. des contrats. Il les a pas forcément vendus à un an avant la fin des contrats. C'est un peu une politique à l'inverse de l'Olympique de Marseille, justement par rapport à ça. Bon, qu'est-ce qu'on doit penser en fait de cette sortie d'Olivier Létang? C'est quoi? C'est toc toc toc. Bon, si vous voulez Zegrova, c'est 20 millions d'euros. Parce que Ouais. c'est un peu les prix qui sont annoncés. C'est 20 millions d'euros et pas un euro de moins. Ou finalement, non, non, en fait, on compte bien sur Zegrova. Il a envie de jouer avec nous. Est-ce que tu sais un petit peu d'ailleurs l'état d'esprit de Zegrova par rapport à ça? Mais voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à cette sortie? Bah, c'est assez difficile à lire et j'ai vu notamment sur à propos des supporters marseillais qui disaient non mais c'est une posture de négociation, c'est pour faire monter les prix, etc. S'il y avait vraiment une posture de négociation, je pense qu'il y a un mois, Olivier Létang n'aurait pas annoncé qu'il y a la volonté des deux parties de se séparer, parce qu'évidemment ça te fait perdre de la Ça valeur perd de la sur un valeur. joueur. Pour revenir, pour rétropédaler un mois après, ça me paraît assez étonnant. Donc je pense que euh, il y a toujours, je pense, une possibilité qu'il parte, très clairement. Si, Olivier Létang dit s'il reprend avec nous, c'est pour faire la saison avec nous. Je pense qu'il reste quand même une possibilité qu'il parte. Mais en tout cas, il y a un mois, on n'imaginait pas du tout qu'Edon Zegrova serait dans le groupe du LOSC cette saison, après ce qu'Olivier Létang avait dit. Il y avait eu un stage en Allemagne fin juillet, début août, auquel Zegrova n'avait pas été convié, il était écarté du groupe. Il avait séché sa reprise anticipée aussi. Il Mhm. avait repris une semaine après seulement. Donc, bah, c'est assez difficile à lire. Moi, comme je dis, je pense qu'il y a toujours une possibilité que pour que Zegrova parte, parce que le LOSC peut, même s'il l'a fait avec Angel Gomez et Jonathan David, s'il y a une offre qui lui convient, il ne va pas s'asseoir sur 20 millions d'euros, Non. parce qu'il l'a dit, il est temps. En tout cas, il l'a fait comprendre à demi-mot, il ne l'a pas dit clairement, mais quand on lit entre les lignes, on comprend ça. Il reprend avec nous pour cette saison. Il y a aussi eu la question de la prolongation de Il a contrat. dit que c'était pas possible. Bah, il l'a pas dit comme ça, mais il a fait comprendre que non, il va reprendre avec nous cette saison et que même s'il restait au LOSC, on a l'impression que ça serait pas au-delà de cette saison. Au niveau des finances un peu du LOSC, c'est important aujourd'hui un départ de Zegrova, tu penses? Ça ferait quand même du bien dans les finances globales du LOSC. Et en termes de salaire, je suis en train de regarder, alors de ce que je vois sur le site de Capology, on nous annonce un contrat de 1,2 million d'euros annuel brut. Je ne sais pas si ça correspond véritablement, parce que c'est pas un contrat vérifié pour le coup là du côté du site. Bon, on sait que Lucas Chevalier est parti du côté de Paris pour, je crois, 60 millions, 55, ouais. 55, voilà. 55 avec bonus. Bon, Benjamin André, lui, est resté. Il est dans le top 10 des plus gros salaires du club, en tout cas. Mais à ton avis, il y a un besoin du côté de Lille de vendre quand même Zegrova, ne serait-ce que d'un point de vue financier?
C'est pas indispensable. C'est toujours bienvenu, mais c'est pas indispensable. On sait que le LOSC, c'est l'un des, voire le club qui travaille le mieux sur le plan financier. C'était, je crois, avec Brest, si je me trompe pas, le seul club qui était en positif sur les rapports de la DNCG Oui. la saison passée, après transfert. Donc, le LOSC, si il veut absolument garder Zegrova cette saison, il le peut. Après, ça reste un club qui, l'étang l'a dit hier, va perdre 115 millions de revenus cette saison. Les supporters lillois sont très agacés par le mercato parce qu'il y a plein de cadres qui partent, très peu de recrutement finalement, en tout cas très peu de... Voilà, on a l'impression que le LOS va vraiment perdre en qualité cet été, mais lui il a expliqué, on va perdre 115 millions, c'est lié aux droits TV, à CVC, à la Coupe d'Europe, etc. Donc il y a aussi la volonté quand même, je pense, de ne pas faire de folie. La saison passée avec la Ligue des Champions, le LOSC a pu se permettre de garder Jonathan David, Angel Gomez. Je pense pas que le LOSC va absolument vouloir garder Zegrova s'il y a une offre à 20, 25 millions, même 20 millions. Je pense que voilà, Zegrova partira et il n'y aura pas trop de doute là-dessus, même si le LOSC vend très bien. Tu as parlé de Chevalier avec 55 millions avec bonus. Diakité aussi va partir normalement du côté de Bournemouth pour 40 millions d'euros. Donc on voit quand même qu'on est sur un sacré été au niveau des ventes du LOSC et que voilà, Zegrova pourrait rester. En tout cas, il y a un monde où il reste et la porte a été ouverte vendredi matin. Il y a un monde dans lequel il reste. Alors après, de ce que l'on comprend, de ce qu'on a eu un peu comme info, Zegrova, lui, dans son esprit... D'ailleurs, est-ce qu'on sait véritablement ce qu'il veut, lui? Est-ce qu'il veut vraiment partir? Parce que Romano nous parle quand même de discussions concrètes avec l'OM. Parce que bon, on connaît comment fonctionne Mehdi Benassia. J'imagine qu'il doit l'appeler tous les matins. Comment ça va? Qu'est-ce que t'as pris le petit déjeuner? Bon, bref, voilà. On connaît un peu le spécimen. Tu sais, toi, à peu près, ou à ton avis, quel est l'état d'esprit de Zegrova? Est-ce qu'il est dans l'état d'esprit de se dire, bon, j'ai fait le tour à Lille, je suis intégré dans une rotation à 6, hein, comme l'a dit Olivier Létang, mais est-ce que je suis vraiment titulaire? Bon, je reviens de blessure. Est-ce que j'ai envie de voir autre chose ou pas? Voilà. À ton avis, c'est quoi son état d'esprit aujourd'hui? Bah, déjà, en mai 2024, il y a plus d'un an, il avait dit, je crois que j'ai donné le meilleur de moi-même à Lille et que le moment est venu de Ah oui. partir pour un plus grand club. Tu vois, déjà, la déclaration passe assez mal. S'il vient l'OM, vous verrez, il y a une manière de communiquer qui est assez directe et qui peut froisser un petit peu les supporters, surtout quand tu veux partir. Et même en septembre, je crois, il avait réaffirmé. Il a dit, Lille est un très grand club, il m'a tout donné, j'adore le LOSC, etc. Mais je veux jouer pour les plus grands clubs européens. Donc voilà, il y a Il y a de une l'ambition. volonté pour lui. Il y a de l'ambition. Voilà, exact, de partir. D'ailleurs, les supporters lillois, quand ils voient la rumeur OM, je relate simplement ce qu'ils disent. Le plus grand club européen, tu vas à l'OM, tu te fous pas un peu de notre gueule. Ouais, C'est ce c'est qui se un dit. peu. Mais après, alors, sans être chauvin, mais bon, on peut, d'un point de vue médiatique, l'OM est Oui, évidemment plus grand que Lille. Après, c'est sûr que si on parle purement championnat de France, c'est pas un énorme cap de passer, quoi. voilà, on parle pas de Ordonez par exemple qui passe de Bruges, même si Bruges a fait avec des championnats la saison dernière, ne l'oublions pas, de Bruges à l'OM. C'est vrai que là déjà il y a un cap de franchi sur plein de choses. Après, Ouais. Lille, ça reste aussi un club où il y a pas forcément, il y a moins de pression évidemment hein, qu'à l'OM. Donc peut-être qu'à ce niveau-là aussi, il veut passer un cap et voir un peu comment il réagit. D'ailleurs, on va parler après par la suite un petit peu du caractère du bonhomme, hein, Zegrova, Ouais. parce que il y a quand même deux trois choses à dire. Au niveau de sa blessure, si je dis pas de bêtises, je vais vérifier ça, mais son dernier match avec le LOSC, il me semble que c'était le match l'OM, 14 à décembre. Marseille, c'est ça. Hein. Ouais. Depuis, c'est quoi? C'est Pubalgie? Depuis, c'est pubalgie, mais c'est dossier assez épineux. Il y a le médecin du LOSC, le podologue Damien Monod, si je me trompe pas, Ouais. qui était, en gros, il y a eu beaucoup de changements dans l'équipe médicale et d'ailleurs, ce podologue, Damien Monod, a rejoint l'OM cet été. Ah, Donc, c'est la petite histoire un peu qui fait sourire du côté de Lille. Ouais, en gros, bref, il y a eu beaucoup de frustration dans la direction sur la gestion de cette blessure parce qu'à un moment, on croyait que Zegrova était de retour. Puis la semaine d'après, Genesio nous disait en conférence de presse que c'était pas pour tout de suite. Puis 2 semaines après, il était de retour. Puis finalement, en fait, il est jamais revenu. Donc finalement, de l'extérieur, on n'a jamais su si c'était une blessure qui était très mal gérée ou alors le joueur qui voulait pas forcément revenir, ou alors un peu des deux. C'était assez flou. On a quand même l'impression que sa pubalgie a été très mal gérée. En plus, c'est aussi une blessure qui est très difficile à diagnostiquer et sur lequel le retour est très c'est difficile à très difficile à planifier. faire aussi. Ouais, parce que ça se joue vraiment à très peu. Et je suis pas expert dans la matière, mais ça a l'air très 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 compliqué pour opérer un retour en temps et en heure. Finalement, lui, il est jamais revenu, mais c'était vraiment un dossier
qui a fait parler du côté du LOSC et qui a agacé aussi un petit peu Bruno Genesio, qui même à la fin de saison voulait plus parler des points médicaux. Donc c'était un vrai dossier pour le coup, le cas de la blessure. Après là, on a l'impression qu'il a fait sa reprise avec le LOSC, il n'a pas joué puisqu'il était écarté du groupe. Là, Olivier Létang a dit lundi, il sera de retour, il pourrait être de retour. Il a dit il pourrait. Il pourrait être de retour, il est possible qu'il soit de retour avec l'équipe professionnelle. Donc honnêtement, on n'a pas beaucoup d'infos. Après, on a l'impression que ça va mieux, évidemment, que sur la deuxième partie de saison passée. Mais on n'a pas l'échantillon de la pré-saison pour te dire si oui ou non il est véritablement de retour. Alors, juste pour préciser, au moment où on enregistre la vidéo, on est samedi matin, là, 10h. La vidéo va être publiée le dimanche 10h. Donc, peut-être que sur la journée de samedi, il y aura des nouveautés. Malheureusement, bon, j'aurais pas eu le temps de regarder ça. Mais là, à l'instant T, au moment où on parle, pour le moment, il n'y a pas forcément de nouveautés. On sait que voilà, le dossier, où est-ce qu'il en est. D'un point de vue stats, quand même, j'ai regardé ça hier, notamment. Donc, dans une saison qui est quand même tronquée, on peut le dire, hein, où finalement, il a très peu joué, 1500 minutes. 12 matchs de Ligue 1, je crois. 21 matchs au total, 12 matchs de Ligue 1. On est quand même sur un joueur qui fait 8 buts de passe D. Plutôt pas mal. Comment on peut finalement définir sa saison, si on parle d'un point de vue purement sportif? Les matchs qu'il a joués, est-ce qu'on a été sur un Zegrova qu'on a déjà vu, notamment la saison 2023-2024, qui a, je pense, peut-être sa meilleure saison sous le maillot du LOSC. Comment on peut la juger finalement, sa saison? Si on se focalise seulement sur la première partie de saison, parce qu'en plus on parlait du 14 décembre avec l'OM, mais les premières douleurs elles remontent face à Rennes, c'était mi-novembre, fin novembre, pour les 80 ans du club, et il était sorti et depuis il a mal aux adducteurs. Mais si on se focalise seulement sur cette de août à novembre, c'est vraiment un échantillon très positif. Pourtant, il partait pas, sa saison partait pas sur de super bons rails parce qu'il n'était pas titulaire pour les tours préliminaires, notamment face à Fenerbahçe. Bruno Genesio n'était pas forcément fan du profil, notamment de son rendement défensif. Il le fait rentrer le premier match et il marque. C'est ça. Et petit à petit, on a quand même vu que Zegrova, en termes de talent, c'était au-dessus de ce qu'il pouvait y avoir sur le front offensif du LOSC à ce poste-là. Donc, il a rapidement pris cette place de titulaire. Il a rapidement aussi été leader offensif. Et il partait clairement sur les bases de sa meilleure saison au LOSC. De toute façon, depuis son arrivée, il a fait que de progresser. Quand il est arrivé, c'était un joueur très très brut, que ça soit mentalement, même techniquement, dans les choix, c'était encore très très jeune. Puis il a fait que de progresser physiquement, de plus en plus juste, de plus en plus efficace. Et là, il partait vraiment sur les bases de la saison qui finalement devait l'envoyer vers les plus grands clubs qui réclamaient. C'est sa blessure qui l'a un petit peu coupé, mais notamment face au Real. Je me souviens, j'étais au stade, match mémorable. Ça a été l'un des tout meilleurs, si ce n'est le meilleur Lillois sur le match. Et globalement, Ligue des Champions, ça aussi, je pense aussi au match face à la Juve, il a été très très bon et peut-être le meilleur Lillois avec Lucas Chevalier de la campagne de Ligue des Champions jusqu'à sa blessure. Ce qu'il faut quand même, voilà, ce qu'on nous on aime bien du côté de l'OM regarder, c'est voir un peu par rapport aux joueurs que l'on prend. Est-ce qu'il y a des références un peu en Ligue des Champions? Là, très clairement, la saison dernière, les matchs qu'il fait, comme tu le dis, notamment face au Real, c'est un vrai match référence qu'il fait sur ce match-là. Les journalistes espagnols et italiens, donc du Real et de la Juve, j'étais au stade, j'étais en salle de conf, et ils étaient choqués. Ils disaient, mais comment ce mec peut encore être à Lille? Comment il est évalué seulement à 20-25 millions d'euros? Comment il peut encore être à Lille, vu le niveau qu'il affiche? Parce que c'est vrai qu'il a été excellent. Je crois que je lui avais mis un 8 ou un 9 face au Real. Pareil, face à la Juve, c'était minimum 7. Donc non, il n'y a pas forcément de doute. C'est vraiment un joueur de grand match. Même en Ligue 1, il a souvent été au rendez-vous dans ces matchs-là dernièrement. Donc pas forcément de doute là-dessus. Pour l'utilisation de Zegrova, bon, on est sur un ailier droit, j'ai envie de dire pur et dur. Hein. On le voit sur la fiche transfermarkt, il a été un petit peu utilisé en tant qu'ailier gauche, et je suis même pas sûr que ce soit à Lille. C'était peut-être du côté du FC Bâle où il a été peut-être utilisé à ce moment-là sur ce poste d'ailier gauche, mais on est vraiment sur un ailier droit pur et dur, gaucher, qui va rentrer dans l'axe, etc. Moi, je considère que c'est le meilleur dribbleur de Ligue 1. Ouais, je te rejoins. Ouais. Ça peut débattre avec Greenwood, mais Zegrova a une qualité absolument dingue, je trouve, en 1 contre 1, où il peut faire très très mal sur les premiers pas.
Moi, je trouve que c'est celui qui fait le plus mal. Hein. Et puis, il a une faculté aussi à masquer ce qu'il fait. Pourtant, on sait ce qu'il fait. Hein. On sait qu'il va toujours entrer sur son pied gauche, mais il est hyper imprévisible. Sa gestuelle, elle est assez folle. Puis ouais, tu l'as dit, ces petits appuis sur les premiers mètres, c'est assez fou. Et ça peut rappeler un petit peu Arjen Robben, hein, toute proportion gardée, mais ce type d'ailier droit gaucher exclusif qui fait que de rentrer sur son pied gauche, mais qui est finalement très difficile à gérer, à contrôler, c'est vraiment Arjen Robben, encore une fois, toute proportion gardée. Donc là, je vous montre les stats de Datascout, hein, notre partenaire, sur la saison dernière en championnat uniquement, où on voit que finalement sur un échantillon, alors c'est un échantillon du coup qui est un peu plus petit que d'habitude, c'est moins de 1000 minutes dans la saison en championnat, donc du coup les stats, les datas peuvent être un peu gonflées, hein, parce que du coup il y a un peu moins de minutes de jeu, donc il y a un peu moins d'erreurs qui peuvent être commises, mais on voit bon, le style de joueur de Zegrova, on sait très bien, de toute façon, les supporters même de l'OM et de la Ligue en général, on connaît le joueur, on sait qu'il fait mal, on sait qu'il est dangereux. Quand on affronte le LOSC, généralement, on se dit est-ce que Zegrova est là ou pas? Parce que s'il est là, on sait que le défenseur gauche, il va passer 90 minutes très compliquées. Je vous mets aussi une petite comparaison quand même qui est intéressante par rapport à Mason Greenwood. Et pourquoi je mets cette comparaison? Parce que on est sur le papier, du coup, et c'est là où on va pouvoir discuter. Si on fait venir Zegrova, ça serait, et je te vois déjà sourire parce que je connais déjà ta réponse, ça serait dans le cadre pour être doublure de Mason Greenwood. Bon, alors déjà, sur le papier, bon, c'est vrai que c'est une excellente idée de se dire la doublure de Mason Greenwood, c'est Eden Zegrova. Bon, c'est vrai que ça te fait un côté droit absolument, peut-être le meilleur côté droit. J'allais déjà dire le côté droit de Ligue 1. Bon, tu vas me dire attention, il y a deux, trois. Il y a peut-être un Désiré Doué qui traîne par là, peut-être. Voilà, bon, voilà, mais on va pas. C'est pas le sujet. Mais en tout cas, en termes de duo, on peut dire quand même qu'en termes de valeur, on est quand même très très haut. Ouais. Maintenant, est-ce que toi tu crois véritablement que c'est possible et que le joueur, surtout parce que c'est surtout ça, est-ce que le joueur accepterait de venir en tant que doublure? Ça me paraît très étonnant et très optimiste parce que tu l'as dit, peut-être qu'on en parlera, mais le caractère d'Eden Zegrova, c'est un joueur et un homme qui est très spécial, en tout cas de ce qu'on en a vu à Lille, et qui a un énorme ego, une énorme confiance en lui, qui peut se comprendre, hein, vu les performances qu'il fait, et puis simplement c'est le caractère d'un homme, on va pas le changer, mais c'est très optimiste de voir Eden Zegrova comme une doublure qui ne va rien dire, qui va rester impliqué s'il reste sur le banc toute une saison. C'est un joueur qui a eu, voilà, sur qui les entraîneurs ont parfois eu un peu de mal à concerner, notamment dans le jeu sans ballon, dans l'attitude. Paulo Fonseca, peut-être on en parlera, mais c'est on peut en parler maintenant. On peut en parler maintenant. Paulo Fonseca, il faut savoir que LOSC, avec Paulo Fonseca, il a nourri une relation très très proche, très fusionnelle. C'était peut-être le joueur avec lequel Paulo Fonseca était le plus proche. Il y a une petite vidéo du LOSC où ils vont faire des magasins ensemble et tout. Donc c'est vraiment une sorte de père et fils, mais avec tout ce que ça comporte, c'est-à-dire une exigence qui est totalement folle. Et parfois, c'était presque... Alors on n'était pas à l'intérieur du groupe, mais en tout cas, Paulo Fonseca en avait marre d'Eden Zegrova et de son attitude un petit peu sans ballon, son rendement défensif. Et à la fin des matchs, quand on était en conférence de presse, qu'on pouvait lui demander Paulo, Eden a encore été excellent, il a encore fait un super match, qu'en avez-vous pensé, etc. Et le problème, c'est que si je vous dis qu'il a fait un super match, il va en parler toute la semaine, et puis la semaine prochaine, il va rien faire sur le terrain et dire ouais, mais c'est pas grave, la semaine dernière, j'ai été super bon. Donc non, c'est pas assez, il faut qu'il reste concentré, c'est pas un match assez complet, etc. Et c'est vrai qu'il y a un petit peu cette ambivalence avec un Eden Zegrova qui est très très bon phase offensive et qui a souvent un petit peu plus plombé le LOSC défensivement, même si ces dernières années, il a pris conscience, il a progressé là-dessus. Mais c'est un joueur qui est assez difficile à gérer, on a l'impression, et qui, voilà, c'est aussi pour ça qu'il a été un sujet sur la deuxième partie de saison, et que même pour la réintégration cet été, je vois mal Létang, qui est très attaché à la vie de groupe, à l'aspect humain, réintégrer un joueur qui pourrait un petit peu perturber le groupe s'il est sur le départ, qui pourrait pas mettre une intensité maximale dans l'entraînement. On parle souvent de ça, Olivier Létang, d'être très concerné toute la semaine, tous les jours de la semaine, et je le vois mal réintégrer un joueur si c'est pour qu'il parte une semaine après. C'est pour ça que je pense que Eden Zegrova pourrait vraiment faire une saison au LOSC, encore une fois, même si c'est pas acté. Mais ouais, c'est vraiment un caractère, un joueur, un homme très spécial, et dont je vois pas forcément en tant que doublure toute la saison. C'est pour ça aussi que j'imagine potentiellement, on en parle souvent, Greenwood qui peut être réaxé sur pas mal de matchs, parce qu'Eden Zegrova, pour le coup, en termes de doublure challengeante,
difficile de faire mieux. Et je pense que ouais, il pourrait avoir un monde où les deux jouent ensemble sur le terrain avec un Greenwood plus dans l'axe. Alors, tu parlais de la relation entre Zegrova et Fonseca, voire même avec Genesio. Bon, tu me vois venir. Ouais. Euh, Comment ça peut se passer avec Roberto De Zerbi? Parce que alors, on sait très bien, Roberto De Zerbi, on le voit nous au quotidien. Roberto De Zerbi passe souvent de cœur, de tête, il faut du courage. On sait qu'il a fait quand même un marquage individuel, j'ai envie de dire, sur Greenwood, Ouais. notamment sur les efforts défensifs. Bon, Zegrova, on va pas se mentir, on est sur un Mason Greenwood avec les mêmes qualités et les mêmes défauts, plus ou moins, Ouais. hein. Il y a évidemment des différences un peu entre les deux, mais cette faculté à ne pas défendre à la perte de balle, par exemple chez Zegrova, est quand même assez prononcée. Et même, je trouve encore plus Mais prononcée que chez Greenwood, même s'il a fait des progrès, hein, tu me ouais, disais. et même dans les grands matchs, il est très concerné. Je me rappelle face au Real, il avait une activité qu'on n'avait peut-être jamais vue, D'accord. mais je pense que ça dépend beaucoup du contexte. Pour le coup, je pense que le plafond rendement défensif de Zegrova est plus au Greenwood. Greenwood, j'ai l'impression que c'est très constant sur la saison. Zegrova, ça dépend un peu plus du contexte, j'ai l'impression. S'il est motivé, on peut C'est compter sur ça. lui. Alors, c'est un peu ça l'idée. Bon, déjà, c'est pas mal parce que c'est vrai que bon, on peut se dire ça. Mais bon, pour en revenir du coup à une relation potentielle entre Zegrova et Roberto De Zerbi au quotidien, le Ouais. travail au quotidien entre les deux. J'en ai parlé moi sur le dernier live et tu me diras si tu es d'accord avec moi. Pour moi, c'est soit ça peut être au bout de 2 mois parce qu'ils peuvent pas se blairer, soit ils vont s'adorer pendant 5 ans. Ouais, je suis assez d'accord. On en parlait juste avant, je pense que c'est quitte ou double entre les deux, parce que c'est deux très forts caractères. Et Zegrova, par rapport à Mason Greenwood, qui, on le voit notamment dans la série, même s'il a bref, une certaine estime de lui, il est très discret, j'ai l'impression. Oui. Et de Zegrova, lui, c'est plus quelqu'un qui a une grosse confiance en lui, il le montre, tu vois, il n'hésite pas, il parle beaucoup, bref, il le montre, il est assez extraverti, extravagant. Mhm. Et je pense que ouais, ça peut. Autant les deux peuvent se dire non, mais j'adore ce mec, il a le même caractère que moi et je vais l'emmener avec moi et on va faire 3 ans ensemble totalement fou. Autant Don Zegrova ou Roberto De Zerbi peuvent se dire mais pour qui il se prend? Je suis Don Zegrova, je dois être titulaire, il me met sur le banc, il comprend pas le joueur que je suis. Roberto De Zerbi se dit mais il fait pas les efforts, il comprend pas ce que c'est l'OM, et bah s'il veut rentrer dans la guerre, ça va être la guerre. Donc c'est vraiment un kit au double. Et je peux pas te dire si ça va bien se passer ou mal se passer. Mais en tout cas, je pense qu'il y aura pas de juste milieu. Je pense que ça peut être un mariage totalement fou comme quelque Un chose qui flop, peut exploser. un Ouais. flop retentissant. Et c'est vrai que dans ce transfert, parce que bon, on a beaucoup de supporters, notamment en ce moment, on parle beaucoup du dossier Jonathan Rowe. Alors, les deux dossiers ne sont pas forcément liés, mais on a quand même du côté de l'OM une attache particulière pour Jonathan Rowe, en tout cas auprès des certains supporters. Beaucoup de supporters ont une attache particulière par rapport à lui. Les supporters du LOSC par rapport à Zegrova, c'est comment? Il y a une affection particulière, de l'agacement quand même par rapport au personnage. Comment ça se passe? Bah, déjà, je rajoute aussi sur la question d'avant, j'ai l'impression aussi que Zegrova aime bien finalement avoir un coach assez exigeant, assez Oui. challengeant, même s'il ne le dit pas, tu vois, que ça peut le saouler. Mais je pense qu'il se rend compte aussi que ça peut lui servir. Pour cette question, bah, c'est vrai que sa réputation au LOSC, elle a quand même pris un coup ces derniers mois avec le dossier de est-ce qu'il est vraiment blessé, est-ce qu'il veut forcer son départ. Ses déclarations aussi, quand on dit bon, j'aime bien le LOSC, j'ai fait le tour, je me suis bien amusé, maintenant je vais partir pour un plus grand club. Même si t'es adoré, ça te prend évidemment un coup. Ah, Après, c'est bah, énervant, mais c'est même énervant, ouais, en point de vue supporter, c'est énervant d'entendre ça. très clairement. Donc là, aujourd'hui, tu me poses la question, si demain je vais dans les rues de Lille et que je leur demande, je pense qu'il y a surtout ça qui ressort. Ouais. Mais après, ils sont aussi conscients que enfin, je parle au passé, il est toujours joueur du LOSC, mais c'est un joueur qui a été excellent pour le LOSC. C'est aussi un joueur qui aime beaucoup Lille, pour le coup. Ça, je pense pas que ça soit fin. C'est le club qu'il a un petit peu mis sur la carte du foot européen, qui lui a fait confiance alors que quand il sort de balle, il est très brut, que ce soit mentalement, en tant qu'homme et en tant que joueur. Et c'est vraiment le club qui l'a élevé à un haut niveau. Ça fait Puis il arrive en 2021, c'est ça? Si je dis pas de bêtises. 2022, à l'hiver 2022, L'hiver janvier 2022, 2000, d'accord. je crois. Ouais. Donc ça fait 3 ans et demi qu'il est là. Et c'est le club pour lequel il a le plus joué, si je ne me trompe pas. Donc il est vraiment attaché. Tout à Et fait. puis il aime bien globalement
le contexte. Donc, c'est un joueur qui était vraiment bien aimé, bien adoré, parce que c'est aussi un joueur qui a un vrai caractère, qui montre un petit peu aussi son amour du LOSC, mais qui, ces derniers mois, a pris un petit peu un coup dans la réputation avec ses déclats et sa volonté aussi affichée de partir. Et c'est souvent le cas, mais j'ai vu pas mal de supporters de l'OM se réjouir que, regardez, il est prêt à aller au clash avec le LOSC pour quitter le club. Faut oublier que s'il le fait avec le LOSC, il est capable de le faire avec l'OM dans 1 ou 2 ans. Il faut le rappeler, c'est le cas pour tous les clubs. Après, c'est vrai qu'on voit peut-être en lui, parce qu'il a quel âge, Zegrova? Il a 26 ans. 26, ouais, je crois. Bon, c'est peut-être le meilleur âge pour le faire venir, parce qu'on sait que les primes de ces joueurs-là, c'est entre 26 et 30 ans, en gros. Donc là, il arrive normalement dans son prime. Après, c'est sûr qu'il a eu une grosse blessure. D'ailleurs, l'historique de blessure par rapport à Zegrova, à part du coup cette grosse blessure qu'il a eue, les saisons d'avant, c'était quand même plutôt tranquille, ou il avait déjà eu des petits pépins à droite à gauche? Il y a quelques mini pépins, mais c'est vraiment, je te dirais, je sais pas, 3 semaines dans l'année, c'est 1 ou 2 blessures musculaires, c'est très léger. Il y a pas de, c'est vraiment de la première grosse blessure qu'il a eu au LOSC. Je vous montre quand même aussi à l'écran, parce que c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure, tu disais, Enzo, s'il avait pas eu son problème de pubalgie, on serait sans doute sur la meilleure saison de Zegrova en sortie de saison de 2024-2025. On voit quand même depuis la saison donc du coup 2021-2022 et donc lorsqu'il est arrivé, une progression dans les stats. Donc première demi-saison, il fait 2 buts, 1 passe D en 13 matchs. Deuxième saison, en 22 matchs de championnat, je vais prendre que les stats en championnat. C'est 3 buts, 5 passes D en 1000 minutes de jeu. Donc déjà, on commence un peu à augmenter. La saison 2023-2024, qui est pour moi sa saison référence, 2300 minutes de jeu. Donc là, on est vraiment sur un statut de titulaire. Voilà. 33 matchs joués, 6 buts, 6 passes D. Et puis là, comme on l'a dit, donc moins de 1000 minutes, 985 minutes pour 4 buts, 1 passe D en 12 matchs. Mais bon, si on regarde un peu et qu'on fait des projections, on peut imaginer qu'on aurait été peut-être sur la première saison en championnat à plus de 10 buts pour Edon Zegrova. Ouais, très, très clairement, si tu le dis, c'est statistique. 4 buts en 12 matchs, si tu mets ça sur 30 matchs, on est un petit peu au-dessus des 10 buts. Et puis même, on a vu que c'était un gros défaut du LOSC en son absence, notamment sur la fin de saison. Ce manque de danger offensif, l'animation offensive tournait vraiment beaucoup moins bien. Et un profil comme Edon Zegrova, je pense, aurait fait beaucoup de bien et aurait évidemment staté dans ce contexte. Donc très clairement, je pense qu'on partait sur sa saison référence. En plus, en Ligue des Champions aussi, et ça n'a pas parlé dans les stats, tu te focalisais Ligue 1, mais il a été aussi très bon. Si tu fais le mix des deux, c'était clairement sa saison référence. Et il faudra voir un petit peu l'impact que ça a eu, cette pubalgie. Mais en tout cas, si on la met de côté, il était clairement sur une progression constante, et notamment dans les choix, dans la justesse, dans les derniers mètres. C'était son gros défaut quand il est arrivé. Il était très solitaire. Et finalement, il s'est de plus en plus ouvert au collectif. Il a aussi beaucoup progressé à la finition, raison pour laquelle il a marqué de plus en plus de buts. Donc, non, c'est un petit peu dommage, entre guillemets, qu'il y ait cette pubalgie, parce que je pense que s'il n'y avait pas eu cette pubalgie, il serait inatteignable pour l'OM, mais il serait aussi à un bien meilleur niveau, avec de bien meilleures certitudes qu'aujourd'hui. Je vais te poser une question un peu plus vraiment basée sur le terrain, football. Edon Zegrova, dans le schéma Roberto De Zerbi, si je vais te demander, pour toi, quel est le point fort évident qui ressort et quel est le point faible évident qui ressort? À ton avis, ça serait quoi? Le point fort évident, c'est cette qualité. Je me répète un petit peu avec ce qu'on avait pu dire sur Paixão, mais c'est dans un style différent. Paixão, c'est plus un joueur de profondeur. Zegrova, c'est plus un joueur de pied qui va très très peu dans la profondeur. Et cette qualité face au bloc bas, il sait tout faire. C'est peut-être l'un des tout meilleurs joueurs face au bloc bas, je pense, de Ligue 1, parce qu'il a cette faculté de dribble, cette aisance dans les petits espaces. Il peut éliminer 1 voire 2 joueurs. Vraiment, il y a beaucoup de prises à 2 sur lui et parfois il s'en sort. Et cette faculté de frappe de loin aussi qu'il a. Il a vraiment une palette technique et il est imprévisible globalement quand même. C'est ça, très clairement, il est très très fort là-dessus. Et je pense que ça peut vraiment aider l'OM face au bloc bas. Si tu as Greenwood et Zegrova sur le terrain, je pense que même les meilleures défenses à 5 de Ligue 1 vont avoir un peu les chocottes. Et puis on peut parler aussi de Paixão. On peut imaginer en fait une ligne de 3, tu sais, dans le 4-2-3-1. La ligne de 3, Zegrova, Greenwood, Paixão. Avec Angel Gomez derrière. Avec Angel Gomez derrière et un Rabiot, comme ça, histoire de vérifier si tout va bien. Non, mais, voilà, c'est des projections, mais c'est vrai que là, on peut avoir une ligne de 3 absolument incroyable. Puis un Amine Gouiri, buteur, avec un Aubameyang qui traîne comme ça sur le banc aussi, on ne sait jamais. Non, mais c'est sûr que moi, c'est intéressant que tu me répondes ça, parce que c'est vrai que nous, le gros problème la saison dernière, ça a été notre faculté à jouer face au bloc bas.
ce qui est quand même représente, on va dire, 80% de nos matchs, j'ai envie de dire, plus ou moins, surtout Vélodrome. On a quand même pas mal de blocs bas et puis des équipes qui nous prennent en transition. Déjà, c'est vrai que ça, Lille n'a pas forcément eu enfin, comment dire, Lille dans ses matchs ne joue pas forcément que face à des blocs bas. C'est même un peu plus rare que par Mais rapport à l'Olympique de Marseille. Mais ouais, un petit peu plus rare, je pense, mais il y en a quand même beaucoup. Et justement, ça a été, en plus, j'avais pas fait le rapprochement, mais maintenant que tu le dis, ça le fait. Les difficultés face au bloc bas du LOSC cette saison, ça correspond parfaitement à la blessure de Zegrova. Hmm. Et son remplaçant, on va dire, c'était Mathias Fernandez Pardo, Ah qui est ouais, beaucoup plus un joueur de c'est profondeur pas le et même beaucoup profil. moins, voilà, exactement. Et je me rappelle, face à Nantes, face à Auxerre, l'étang, on a encore parlé vendredi, même face à Angers, même si ça a gagné, il y avait des difficultés. Chaque fois, c'est ce type d'équipe-là ont été des gros problèmes pour le LOSC. Le Havre est venu gagner à Pierre-Mauroy en mettant son meilleur bloc bas et en tuant le LOSC en transition. Et c'est vrai que j'avais pas fait le rapprochement, mais les grosses difficultés du LOSC face au bloc bas, ça correspond à la blessure de Zegrova et c'était des difficultés qu'on voyait pas forcément avant sa blessure. Donc je pense que ça peut être un vrai apport pour l'OM sur ce point. Puis tu me parlais un petit peu d'un défaut de Ouais. Zegrova dans la projection de Zerbi. Bon, il y a la qualité défensive, le rendement défensif, mais c'est assez évident. Mais je dirais l'absence de profondeur quand même. C'est pas du tout un joueur qui va dans la profondeur. Même Greenwood, qui est plus réputé pour être un joueur de pied, a comme cette faculté, ne serait-ce que cette vitesse, pour vraiment faire l'appel en profondeur, être un danger. Zegrova, c'est quasiment pas le cas. Le seul souvenir que j'ai de lui en profondeur, c'est un derby. Il marque dans un derby sur un long ballon. Je crois que c'est Alexandro, je suis pas sûr, c'était la saison 23-24. Mhm. Et c'est le seul souvenir de lui que j'ai en tant que joueur dangereux dans la profondeur. C'est pas du tout un joueur qui fait les appels dans la profondeur. C'est un joueur qui est pas non plus extrêmement rapide pour un ailier. C'est pas, il a pas une charrette, mais c'est pas un joueur qui mise sur sa vitesse. Et globalement, ce que tu parlais des blocs bas en Ligue 1, Mhm. je pense qu'en Ligue des Champions, l'OM affrontera des équipes qui seront bien plus hautes, bien plus ouvertes. Zegrova sera pas forcément cet homme pour profiter des espaces, mais on l'a vu face au Real, face à la Juve, c'était pas forcément un problème. Il a d'autres qualités pour faire la différence pour son équipe. Mais ça, tu fais bien d'en parler. D'ailleurs, nous, après, dans l'émission, on en parlera lorsque la Ligue des Champions va arriver. Mais je pense qu'il y aura un OM Ligue 1 et un OM Ligue des Champions. Et je suis persuadé d'une chose, c'est que je crois qu'on en avait peut-être déjà discuté en off, mais le Roberto De Zerbi, enfin le OM de Roberto De Zerbi en Ligue des Champions, je pense qu'il peut faire très très mal plus qu'on ne le pense. Parce que c'est un style de jeu qui va nous permettre d'être très efficace face à des équipes qui vont prendre plus de risques face à nous. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que bon, dans les défauts, donc évidemment le côté défensif, tu disais le peu de prise en profondeur. Moi c'est vrai que j'ai une crainte, globalement, par rapport à Zegrova, c'est sa faculté à être concentré 90% dans un match et à respecter les consignes d'équipe. En fait, C'est le gros problème. moi c'est surtout ça, c'est-à-dire que Fonseca, bon, est un coach qui a ses principes et on le voit même du côté de Lyon. Genesio, qu'on le veuille ou non, même si je sais qu'il est, je trouve globalement sous-coté, Genesio, par les médias et même par les supporters en général. Je pense aux supporters lyonnais qui étaient très contents de son départ et qui finalement Même les sont. Lillois, hein. Et même les Lillois d'ailleurs aussi, pareil. Les après-matchs, tu peux avoir un joueur qui fait un match catastrophique, c'est Genesio qui prend. Et je sais pas s'il est sous-coté, mais en tout cas, il est excessivement critiqué, je trouve, Je par trouve, rapport à mais ce qui est. Mais ouais, par- je te rejoins. moi je trouve que c'est un bon coach et qui, voilà, qui mériterait d'avoir un peu plus de respect en tout cas par rapport à ce qu'il fait. Mais pour en revenir à Roberto De Zerbi, voilà ce qu'il attend d'un ailier droit dans le collectif et dans la globalité. Moi, j'ai peur de ça, je t'avoue, et on en a déjà parlé, et un petit peu déjà dans la vidéo, mais ce côté un peu ailier, donc voilà, feu follet, un peu individuel quand même dans un certain domaine, parce que voilà, il a un jeu qui fait qu'il est individuel, il fait l'exploit par lui-même. Hein. Je pense que dans sa tête, au lieu d'éliminer un joueur sur un 1-2, il va préférer l'éliminer en 1 contre 1. Voilà, dans Ouais. sa tête, c'est ça. Bon, ça peut être très très bien. On sait que de toute façon, Roberto De Zerbi, dans ce qu'il recherche là sur les profils d'ailier, il veut des ailiers impactants. On a eu un gros besoin à ce niveau-là la saison dernière. On avait des problèmes. Luis Enrique, par exemple, qui était utilisé en tant qu'ailier gauche. Le problème de Luis Enrique, c'est qu'en 1 contre 1, bon, ben, il va plutôt faire la passe en retrait qu'essayer de dribbler. Et donc, on comprend bien que dans l'envie de Roberto De Zerbi, c'est de recruter des profils comme ça. Maintenant, et on va finir la vidéo sur ça, tu penses que c'est un dossier trop
trop explosif, le dossier Zegrova à l'OM, parce que malgré toutes les qualités qu'il peut avoir, malgré le fait qu'il peut vraiment être un joueur hyper impactant, peut-être une doublure au départ, qui va peut-être prendre de la place au fur et à mesure, qui va aussi se retaper peut-être physiquement avec nous. Mais est-ce que finalement les défauts, le caractère, tu as dit, on n'a pas encore trop parlé du caractère, mais on va peut-être conclure avec ça. Le caractère quand même du garçon, une ambition démesurée, on sent qu'il veut montrer qu'il est le meilleur. Mais est-ce que vraiment tu penses que ça peut passer sous ce que veut Roberto De Zerbi, où on a l'impression que De Zerbi il veut 11 soldats, et puis c'est tout, quoi, tu vois. Donc comment ce mariage peut vraiment prendre, à ton avis? C'est une très bonne question. C'est la première question que je me suis posée quand j'ai vu la rumeur OM. J'ai fait ça peut être fou et ça peut être une catastrophe complète en dehors des terrains. Après, on le voit notamment dans la série de l'OM. On a quand même, entre Roberto De Zerbi, le staff aussi qui est assez pléthorique, et Mehdi Benatia, vraiment beaucoup de communication entre les joueurs et la direction, le staff. Et Don Zegrova, c'est un joueur qui a besoin de beaucoup d'affection. Je pense que c'est ce qu'il a trouvé avec Paulo Fonseca. Un petit peu moins, je pense aussi avec Bruno Genesio, qui est très bon dans l'aspect humain, mais qui a peut-être un petit peu moins adoré le caractère des Don Zegrova. Et c'est peut-être pour ça aussi que c'est peut-être un petit peu moins passé entre les deux qu'avec Paulo Fonseca. Alors, De Zerbi, c'est un côté très passionnel. On le voit. Hein. Ouais. C'est ça. Et je pense que sur ce point-là, je l'ai dit tout à l'heure, ça peut passer, ça peut aussi casser. Mais je pense que si tu as un Mehdi Benatia qui est là pour aussi beaucoup parler avec Zegrova, j'ai l'impression que c'est ce qui a énormément besoin avec ce joueur-là. Si tu as des choix qui sont très difficiles à accepter pour Zegrova, je pense que ça sera le cas parce qu'on l'a dit, il arrive plutôt dans un rôle de doublure, en tout cas de remplaçant. Je pense qu'il faudra être très vigilant du côté du staff et de Mehdi Benatia et de Roberto De Zerbi pour être vraiment dans la communication avec Zegrova, parce que sinon ça peut être tout de suite un vrai poids, un vrai boulet entre guillemets pour le groupe. Mais je pense que ça peut bien passer parce que pour le coup, le contexte marseillais, l'environnement, la pression, l'ambiance, il adore ça. C'est pas, on le voit dans les grands matchs, hein, c'est un joueur qui est galvanisé par ça. Le caractère, je pense qu'il adore être adoré et je pense que le peuple marseillais peut l'adorer parce que, on l'a dit, c'est un profil et un caractère aussi qui convient bien à l'OM. Donc je pense que ça peut être vraiment une très bonne pioche, même à 20 millions d'euros, même à un an de la fin de son contrat, même à 26 ans. Tu trouves pas que c'est un peu cher, 20 millions d'euros? Bah après, le LOSC le vendra pas à moins, je pense. En dessous, tu penses que c'est pas possible? Toi, selon toi, à 15 millions d'euros, c'est pas possible. Et puis en plus, 26 ans, mais il a une maturation assez tardive. Parce que finalement, souvent, quand on parle avec des gens qui ne suivent pas forcément le LOSC, on disait gros à 26 ans, il fait pardon, il a déjà 26 ans. Ouais. Et finalement, c'est un joueur qui est encore en train de progresser, qui était encore en train de progresser l'année dernière. Et je pense qu'il n'a pas encore atteint son plafond. Donc, c'est un joueur que tu peux même, je pense, valoriser encore. Donc, 20 millions, ça peut paraître un peu cher, un an de la fin de son contrat, doublure. Après, il ne faut pas oublier que s'il vient, c'est une doublure de luxe. Ouais. C'est quelque chose d'assez fou. S'il n'y a pas Greenwood, il a clairement le niveau d'être un titulaire. Il n'y a pas forcément de doute là-dessus. Donc, je pense que c'est dans les prix du marché. On le voit aussi avec les prix des ailiers, 20 millions. Pour Zegrova, finalement, même après une pubalgie, c'est pas forcément démesuré non plus comme prix. Donc voilà, c'est un coût qui peut être acquis tout double. Même si je pense que si l'OM fait bien le travail, si De Zerbi et la direction cernent bien le joueur et l'homme, ça peut être une bonne affaire pour l'OM, mais ça se joue à très peu. C'est un petit peu sur un fil avec Zegrova. Et c'est, je trouve, un coup typiquement marseillais dans le profil et dans le caractère. Très Benassia aussi. Ça, ouais. On sent que Benassia, il doit kiffer ce dossier, il doit se dire je vais l'appeler tous les jours, là, je vais l'harceler, le gars, pour qu'il vienne. Je pense que Zegrova, il attend son appel. Je pense qu'il adore, ça, qui est de l'intérêt pour lui, un petit peu d'affection et tout. Je pense qu'il kiffe ça. Mais en tout cas, ça, c'est pour conclure, et après, je te remercierai, mais c'est vrai que pour conclure, je trouve qu'il y a une stratégie de l'Olympique de Marseille. On a l'impression d'une stratégie d'anticipation. On a fait venir Egan Riley cette saison. On est sur Joël Ordonez. On a l'impression quand même c'est pour préparer le potentiel départ de Leonardo Ballardi l'été prochain. Hein. Je ne parle pas de départ cet été, évidemment. Zegrova, c'est vrai que sur le papier, on peut se dire quand même qu'on est sur une doublure de luxe, donc voire même un titulaire, et que ça peut préparer potentiellement peut-être un départ de Greenwood l'été prochain. Voilà, j'ai l'impression d'une stratégie d'anticipation un peu au niveau des transferts de l'Olympique de Marseille qui, moi, m'intéresse, qui je trouve plutôt intéressante. Donc voilà, mais bon, c'est vrai que j'ai des craintes par rapport au Zegrova. Maintenant, si je regarde que le côté sportif et si je me dis que ça fonctionne
et que le mariage prend entre Zegrova, les supporters, parce que aussi les supporters de l'OM, niveau exigence, on est très très haut, et que tu sais, les joueurs un peu nonchalants, tout ça, parce que la côté nonchalance, on peut des fois un peu être sur ça avec Zegrova aussi. Hein. Donc attention à ça, hein. On a vu qu'un Eli Wahi, ça a duré 45 minutes hein, avant qu'il se fasse siffler, donc on n'est pas sur le même niveau de joueur non plus, mais voilà. C'est pas la même nonchalance. Wahi, c'est un peu je m'en foutisse. Ouais. Zegrova, c'est un peu j'ai la flemme, mais j'adore jouer au foot. Mais là, l'effort défensif, j'ai un peu la flemme de le faire. On le fera dans les grands matchs. Mais c'est un joueur qui, je pense, par rapport à un Wahi, c'est purement du ressenti. Hein, c'est pas de l'info. Mais beaucoup plus quand même connecté au foot, adore ça. Et on le voit dans les grands matchs, il est là pour briller. Et c'est pas la même nonchalance. Je pense que c'est un joueur qui est plus à même quand même de rester concerné, impliqué dans la vie groupe, même s'il passe quelques matchs depuis le banc. Bah écoute, en tout cas, Enzo, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu. Je montre à l'écran, juste quand même, voilà, petit test en promo. De temps en temps, ça fait du bien. Chaîne YouTube, Box to Box. Alors là, je montre le compte Twitter, mais vous avez une chaîne YouTube, voilà, que vous avez repris. Vous faites des briefs, des analyses, etc. Vous parlez de la Ligue 1, mais pas que, hein, je crois. Vous parlez tous les grands championnats européens. Tous les grands championnats. N'hésitez pas parce que franchement c'est quali. Enfin voilà, c'est Enzo. Maintenant vous commencez, voilà, c'est une tête que vous connaissez. Donc voilà, vous commencez à voir qui est la personne. Donc vous verrez, c'est vraiment quali. N'hésitez pas à aller voir. Encore une fois, merci beaucoup. Franchement, merci à toi, Thomas. C'était très intéressant parce que je pense que voilà, les supporters de l'Olympique de Marseille, bon, on connaît Zegrova le joueur évidemment, même si on le voit de temps en temps, mais là, on a eu un peu plus d'explications sur les qualités, les défauts, le mariage potentiel, les craintes qu'on peut avoir avec Roberto De Zerbi. Maintenant, chacun fera son avis sur l'intérêt de l'opération. Le but de cette vidéo, c'était justement voilà, de vous faire réfléchir et de vous dire voilà, est-ce que Zegrova, c'est vraiment le joueur qu'il nous faut à l'Olympique de Marseille. Enzo, encore une fois, merci beaucoup. Merci. Je te demande pas, évidemment, de me dire à l'OM parce que je sais que c'est trop dur pour toi. Non. Mais voilà, il est avec nous quand même. Et je tiens quand même à souligner qu'il a regardé sans jamais rien lâcher. Tout à fait. Il devient un petit peu marseillais. En tant qu'observateur. Au fur et à mesure, il devient marseillais. Encore une fois. Je suis en retard. Il y a des épisodes de retard, je suis pas non plus à attendre la notice. C'est bien. Bon, allez, ça va. Mais quand même, je vois qu'il fait l'effort, donc c'est bien. Voilà. On se renseigne. Bon, allez, merci beaucoup. Et puis on dit à l'OM. Allez, ciao tout le monde.